Messieurs, dames, bonjour. Je remercie les représentants de l'AFP et de l'AFA de m'avoir invité à cette conférence pour parler, je dois dire, d'un sujet difficile, complexe, voire abyssal. Pourquoi la douleur résiste? Mon activité concerne la médecine physique et de réadaptation fonctionnelle dans un centre de rééducation où nous prenons en charge des patients porteurs de spondyloarthropathie, mais également de polyarthrite rhumatoïde. Et d'autre part, j'ai une activité consultation de la douleur du CHRU de Lille où, je dois dire, je vois très peu de patients porteurs de rhumatisme inflammatoire chronique. Et c'est aussi ce qui transparaît dans l'enquête qui vous a été soumise en 2016, et où on voit très bien que peu de patients sont pris en charge dans ces consultations. La deuxième diapositive ne veut pas... Bon. D'habitude, comment on le met en plein écran, ça? Hop là. Mais non, j'ai l'impression que c'est bon. Bon. Est-ce qu'il suffirait de cliquer, je ne sais pas, sur le petit bout? Celui-là. Alors, pour reprendre un peu les fondamentaux, selon la définition internationale, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle lésion. La douleur met en jeu des processus complexes, biochimiques, neurophysiologiques et neuropsychologiques. Il existe plusieurs types de douleurs, de multiples étiologies et de nombreux motifs de résistance. Mais la résistance, est-ce vraiment le bon mot? La résistance, ça voudrait dire que la douleur résiste de façon active. En fait, on ne peut pas vraiment parler en ces termes. On parle plutôt de douleur réfractaire ou rebelle. S'il n'est pas toujours possible de la faire disparaître, le principal objectif est d'atteindre déjà son soulagement. D'après le livre blanc de la douleur, qui vient de sortir tout récemment, 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques et 70% ne reçoivent pas le traitement approprié. D'accord. Quels sont les impacts de cette douleur? Compte tenu de sa définition, on y trouve plusieurs aspects. Des aspects qu'on appelle sensoridiscriminatifs, qui nous permettent à nous, médecins, d'obtenir une orientation, de pouvoir analyser votre douleur par rapport à ce que vous allez nous transmettre, notamment dans la description, dans le type de douleur, dans sa localisation, dans sa fréquence, dans son rythme, dans le lien avec des activités ou non. Il y a ensuite un aspect affectivo-émotionnel. C'est le lien et les conséquences sur l'anxiété, la dépression par exemple. La douleur a également un aspect cognitif et va faire appel à ce qu'on lui donne comme sens, à ce qu'on a comme croyance, à la fois sur les symptômes, à la fois sur les traitements, mais également sur les répercussions, les détournements qu'on peut avoir vis-à-vis de la douleur, ou parfois même son anticipation, on va en reparler. Sur le plan comportemental, on va trouver toutes les manifestations associées, qu'il s'agisse du langage verbal ou du langage non verbal, c'est-à-dire corporel, l'expression corporelle de la douleur. Tout ceci va entraîner des conséquences en termes de qualité de vie, avec un impact sur le sommeil, le travail, les loisirs, la vie sociale et familiale. Par ailleurs, on peut trouver des spécificités. On va trouver des notions de terrain qui peuvent rendre difficile soit l'évaluation et les thérapeutiques. Notamment chez les âgés, vous savez que l'administration des thérapeutiques est complexe parce qu'il y a souvent des médicaments qui ne peuvent pas parfois trop agressifs, et même chez la femme. Chez les personnes dyscommunicantes, il va y avoir
évaluation, où l'évaluation devra être non plus, comme on le fait le plus souvent, une auto-évaluation, mais une hétéro-évaluation. Enfin, on sait maintenant, ça a été prouvé, que les maltraitances, les carences affectives peuvent parfois reparaître sous la forme de douleur. L'alexithymie est également une forme de pathologie qui est l'incapacité à verbaliser ses émotions, qui vont être cette fois somatisées, et les émotions peuvent là aussi ressortir sous forme de douleur. Enfin, de façon un petit peu plus complexe, certaines pathologies psychiatriques, état limite, psychose, mais surtout addiction, qui là aussi vont compliquer l'utilisation des thérapeutiques et notamment des traitements morphiniques. Pourquoi la douleur peut-elle persister? Alors tout d'abord parce qu'il faut la reconnaître et l'écouter. On sait également, de par les enquêtes qui ont été faites, que les consultations médicales sont de temps limité et qu'au bout de, on a estimé ce temps à une vingtaine de secondes, le patient est interrompu, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas s'exprimer. On sait également que cette attitude, ce comportement, favorise la pérennisation par la suite d'une douleur chronique. C'est donc en créant une alliance thérapeutique pour pouvoir être en fait un partenaire de lutte contre la douleur qu'on va pouvoir arriver à avancer et éventuellement à pouvoir soulager, voire faire disparaître cette douleur. Pourquoi la douleur peut-elle résister? Parce qu'il n'y a pas non plus de recette miracle. Nous avons à notre disposition un arsenal thérapeutique qui est très, très vaste, mais qu'il faut savoir utiliser à la fois avec sagesse pour un soin toujours individualisé. On ne peut pas envisager mettre tel médicament pour telle pathologie de façon systématique. Ça n'est pas possible. On soigne un individu, une douleur, une souffrance, une vie. Parce que la douleur est trop forte aussi, parce que la maladie est active et en poussée, et dans ces cas-là, il est vrai que vous êtes démunis, nous sommes démunis, parce que, en quelque sorte, la maladie s'emballe et la poussée inflammatoire fait que nos mécanismes de défense vis-à-vis de la douleur sont débordés. Ceci a également été tout à fait prouvé. Parce que le traitement n'est pas optimisé. On va parler du bon médicament au bon moment. Il va falloir que le médecin reprenne l'historique des traitements qui ont déjà été utilisés, de comprendre pourquoi ceux-ci n'ont pas été efficaces, pourquoi ils ont donné certains effets indésirables. Il faut insister sur les horaires de prise de façon la plus régulière possible. Vous avez sur le côté droit un petit schéma qui reprend la douleur ainsi qu'un traitement. En rouge, vous avez donc la douleur telle qu'elle apparaît. Un petit peu plus à droite, après une prise de médicament, on repart dans une zone verte où le traitement soulage. Et puis la douleur va remonter parce qu'on n'a pas repris le médicament. En dessous à gauche, on va prendre les médicaments de façon ponctuelle. Et là, on voit qu'effectivement, la douleur est présente, on prend le médicament, elle baisse, et puis elle remonte. On se dit, ah ben, je vais peut-être prendre mon médicament. Et puis ainsi de suite, sauf que la douleur reste toujours à un niveau, vous le voyez, assez élevé. Par contre, quand on prend les médicaments de façon régulière, la douleur, en quelque sorte, va décrocher. Ensuite, il va falloir régler, en quelque sorte, la dose minimale efficace. Ça veut dire qu'il ne sert à rien de prendre 8 comprimés de 1 g de paracétamol. Ils ne vont pas être plus efficaces que 4 comprimés de 1 g. Donc ça, c'est très très important parce que ça évite aussi d'avoir des effets délétères de par un surdosage éventuel. Par contre, on sait également que ces médicaments ont des contre-indications, des effets secondaires ou indésirables qui limitent les possibilités thérapeutiques, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec des effets intestinaux fréquents, ou les antalgiques de classe 2A, c'est la codéine, 2B, le tramadol, ou 3, la morphine, qui ont fréquemment des effets de constipation. Parce qu'aussi, on oublie certaines techniques antalgiques, les adjuvants que peuvent être la physiothérapie, la balnéothérapie, la relaxation, l'hypnothérapie, les activités physiques adaptées qui sont souvent sous-utilisées. Parfois aussi, d'autres sont méconnus,
comme l'ergothérapie, qui permet d'utiliser une forme de prévention par les mesures d'économie articulaire, les orthèses et les compensations par les aides techniques. Mais aussi l'accompagnement psychologique et social qui permet parfois de compléter des dossiers complexes, MDPH, des dossiers de réinsertion au travail, SAMET, ou des dossiers d'invalidité si cela est nécessaire. Comment résister à la douleur? Alors, est-ce que c'est vraiment le bon terme? Je pense qu'il y a une certaine dualité à résister à la douleur. Pourquoi faudrait-il supporter une douleur? Chacun a en effet ses propres limites, sa tolérance. Telle personne ne va pas prendre le médicament au même moment. Quand on pose la question au patient, à quel niveau de douleur sur une échelle numérique prenez-vous votre traitement? Eh bien, on va avoir des réponses tout à fait différentes, parce que la tolérance à la douleur n'est pas la même pour chacun. Pourquoi attendre la limite maximale de sa tolérance pour prendre les traitements? On en revient à l'utilisation régulière du traitement qui est capitale. Enfin, l'activité physique doit-elle être synonyme de douleur? Vous savez qu'en médecine, on essaye d'appliquer le principe primum non nocere. Cela est valable également pour les activités physiques. Pour gérer beaucoup de patients en centre de rééducation fonctionnelle, on s'aperçoit que parfois les personnes pensent normal d'avoir une douleur quand ils font une activité physique, en kinésithérapie par exemple, alors que nous, le principe, c'est le principe de la non-douleur. Et donc ça, il faut être très attentif à cela, en sachant qu'une activité physique peut très bien ne pas être douloureuse sur le moment, mais être douloureuse souvent 1, 2, voire 3 jours après l'activité. Pourquoi vaincre la douleur? Toute crise douloureuse fait craindre la suivante. Qui craint la douleur souffre déjà de ce qu'il craint, disait Montaigne. Il a été prouvé par les imageries fonctionnelles qui sont maintenant développées en matière de douleur, que l'annonce de la douleur active les zones de la douleur. Tout ceci veut bien dire qu'il y a une part comportementale dans cette douleur. Ainsi, peuvent survenir la kinésiophobie, l'anxiété, la dépression, qui elles-mêmes, par un cercle vicieux habituel, vont entretenir la douleur chronique. On sait également que toute douleur laisse une trace. En effet, dans le registre mémoire et douleur, on sait que le système nociceptif a en fait une finalité d'oubli de la douleur. Mais tout stimulus douloureux est stocké, il n'y a pas d'effacement, mais plus un blocage de l'évocation. Globalement, toutes les douleurs sont emmagasinées et elles peuvent ressortir à un moment donné. Il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites dans ce cadre, notamment par des stimulations thalamiques, où une douleur qui avait été totalement oubliée, qui n'avait aucun rapport avec le jour donné, par exemple un infarctus du myocarde, et qui ressortait à l'occasion de cette stimulation thalamique. Ce qui veut bien dire que tout est bien stocké. L'amygdale, qui est une petite zone intracérébrale, stocke en fait le souvenir de la douleur et de son contexte. On peut parler aussi de mémorisation de la souffrance. Parfois, seule l'évocation du contexte va pouvoir raviver cette émotion. Il y a aussi des tas de vécus de ce genre de situation. Il existe des parallélismes entre mémoire et douleur, impliquant la neuropsychologie et la biologie. L'exemple le plus habituel qu'il m'est donné de fréquenter dans mon exercice, c'est le membre fantôme des amputés qui va réactiver en fait les douleurs avant l'amputation. Mais la mémorisation de la douleur est quand même nécessaire. D'une certaine manière, elle nous protège. Comment pourrions-nous retirer notre main de la flamme si nous ne savions pas que cela est douloureux? Dès maintenant, et dans le futur, il est certain qu'on améliorera la douleur chronique en gérant au mieux la douleur aiguë, en prenant soin. Le développement de l'imagerie fonctionnelle permettra de comprendre de mieux en mieux les mécanismes douloureux qui sont encore bien méconnus. Il est possible que des molécules nouvelles puissent limiter ce qu'on appelle la potentialisation neuronale, qui est en fait à l'origine de la douleur chronique, notamment certaines protéines kinases. Peut-être pourra-t-on avoir aussi une action de la part de modifications génétiques induites par la douleur. On sait que celles-ci existent déjà, notamment pour certains gènes, les gènes C, FOS et YUN. Je vous remercie de votre attention.
Je vais maintenant passer la parole au professeur Tréton. J'ai essayé de trouver une petite transition, mais qui est très, très ancienne.